Cet homme avait tort de hausser les épaules, car il était évident pour tous les spectateurs de ces scènes étranges que Claude Gueux était intérieurement déterminé à quelque chose. Toute la prison attendait avec anxiété quel serait le résultat de cette lutte entre une ténacité et une résolution. Il a été constaté qu'une fois, entre autres, Claude dit au directeur « Écoutez, monsieur, rendez-moi mon camarade. Vous ferez bien, je vous assure. Remarquez que je vous dis cela. » Une autre fois, un dimanche, comme il se tenait dans le préau, assis sur une pierre, les coudes sur les genoux et son front dans ses mains, immobile depuis plusieurs heures dans la même attitude, le condamné Fayette s'approcha de lui et lui cria en riant « Mais que diable fais-tu donc là, Claude ?» Claude leva lentement sa tête sévère et dit « Je juge quelqu'un. » Un soir, enfin, le 25 octobre 1831, au moment où le directeur faisait sa ronde, Claude brisa sous son pied avec bruit un verre de montre qu'il avait trouvé le matin dans un corridor. Le directeur demanda d'où venait ce bruit. « Ce n'est rien, dit Claude, c'est moi. Monsieur le directeur, rendez-moi mon camarade. »« Impossible, dit le maître. »« Il le faut pourtant, dit Claude d'une voix basse et ferme. Et regardant le directeur en face, il ajouta « Réfléchissez. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Je vous donne jusqu'au 4 novembre. » Un guichetier fit remarquer à MD que Claude le menaçait et que c'était un cas de cachot. « Non, point de cachot, dit le directeur avec un sourire dédaigneux. Il faut être bon avec ces gens-là. » Le lendemain, le condamné Pernot aborda Claude, qui se promenait seul et pensif, laissant les autres prisonniers s'ébattre dans un petit carré de soleil à l'autre bout de la cour. « Eh bien, Claude, à quoi songes-tu ? Tu parais triste. »« Je crains, dit Claude, qu'il n'arrive bientôt quelque malheur à ce bon MD. » Il y a 9 jours pleins du 25 octobre au 4 novembre. Claude n'en laissa pas passer un sans avertir gravement le directeur de l'état de plus en plus douloureux où le mettait la disparition d'Albin. Le directeur, fatigué, lui infligea une fois 24 heures de cachot, parce que la prière ressemblait trop à une sommation. Voilà tout ce que Claude obtint. Le 4 novembre arriva. Ce jour-là, Claude s'éveilla avec un visage serein qu'on ne lui avait pas encore vu depuis le jour où la décision de MD l'avait séparé de son ami. En se levant, il fouilla dans une espèce de caisse de bois blanc qui était au pied de son lit, et qui contenait ses quelques guenilles. Il en tira une paire de ciseaux de couturière. C'était, avec un volume dépareillé de l'Émile, la seule chose qui lui resta de la femme qu'il avait aimée, de la mère de son enfant, de son heureux petit ménage d'autrefois. De meubles bien inutiles pour Claude. Les ciseaux ne pouvaient servir qu'à une femme, le livre qu'à un lettré. Claude ne savait ni coudre ni lire. Au moment où il traversait le vieux cloître déshonoré et blanchi à la chaux qui sert de promenoir l'hiver, il s'approcha du condamné et Ferrari, qui regardait avec attention les énormes barreaux d'une croisée. Claude tenait à la main la petite paire de ciseaux. Il la montra à Ferrari en disant « Ce soir je couperai ces barreaux-ci avec ces ciseaux-là. » Ferrari incrédule se mit à rire, et Claude aussi. Ce matin-là, il travailla avec plus d'ardeur qu'à l'ordinaire. Jamais il n'avait fait si vite et si bien. Il parut attacher un certain prix à terminer dans la matinée un chapeau de paille que lui avait payé d'avance un honnête bourgeois de Troyes, M. Bressier. Un peu avant midi, il descendit sous un prétexte à l'atelier des menuisiers, situé au rez-de-chaussée, au-dessous de l'étage où il travaillait. Claude était aimé là comme ailleurs, mais il y entrait rarement. Aussi, « Tiens, voilà Claude !» On l'entoura, ce fut une fête. Claude jeta un coup d'œil rapide dans la salle. Pas un des surveillants n'y était. « Qu'est-ce qu'il y a une hache à me prêter ?» dit-il. « Pourquoi faire ?» lui demanda-t-on. Il répondit « C'est pour tuer ce soir le directeur des ateliers. » On lui présenta plusieurs haches à choisir. Il prit la plus petite, qui était fort tranchante, la cacha dans son pantalon et sortit. Il y avait là 27 prisonniers. Il ne leur avait pas recommandé le secret. Tous le gardèrent. Ils ne causèrent même pas de la chose entre eux. Chacun attendit de son côté ce qui arriverait. L'affaire était terrible, droite et simple. Pas de complications possibles. Claude ne pouvait être ni conseillé, ni dénoncé. 1 heure après, il aborda un jeune condamné de 16 ans qui bâillait dans le promenoir et lui conseilla d'apprendre à lire. En ce moment, le détenu Fayette accosta Claude et lui demanda ce que diable il cachait là dans son pantalon. Claude dit « C'est une hache pour tuer MD ce soir. » Il ajouta « Est-ce que cela se voit ?»« Un peu. »
dit Fayette. Le reste de la journée fut à l'ordinaire. À 7 heures du soir, on renferma les prisonniers, chaque section dans l'atelier qui lui était assigné. Et les surveillants sortirent des salles de travail, comme il paraît que c'est l'habitude, pour ne rentrer qu'après la ronde du directeur. Claude Gueux fut donc verrouillé comme les autres dans son atelier avec ses compagnons de métier. Alors il se passa dans cet atelier une scène extraordinaire, une scène qui n'est ni sans majesté ni sans terreur, la seule de ce genre qu'aucune histoire puisse raconter. Il y avait là, ainsi que l'a constaté l'instruction judiciaire qui a eu lieu depuis, 82 voleurs, y compris Claude. Une fois que les surveillants les eurent laissés seuls, Claude se leva debout sur son banc et annonça à toute la chambrée qu'il avait quelque chose à dire. On fit silence. Alors Claude haussa la voix et dit « Vous savez tous qu'Albin était mon frère. Je n'ai pas assez de ce qu'on me donne ici pour manger. Même en n'achetant que du pain avec le peu que je gagne, cela ne suffirait pas. Albin partageait sa ration avec moi. Je l'ai aimé d'abord parce qu'il m'a nourri, ensuite parce qu'il m'a aimé. Le directeur, MD, nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que nous fussions ensemble. Mais c'est un méchant homme qui jouit de tourmenter. Je lui ai redemandé, Albin. Vous avez vu, il n'a pas voulu. Je lui ai donné jusqu'au 4 novembre pour me rendre Albin. Il m'a fait mettre au cachot pour avoir dit cela. Moi, pendant ce temps-là, je l'ai jugé et je l'ai condamné à mort. Nous sommes au 4 novembre. Il viendra dans 2 heures faire sa tournée. Je vous préviens que je vais le tuer. Avez-vous quelque chose à dire à cela ? Tous gardèrent le silence. Claude reprit. Il parla, à ce qu'il paraît, avec une éloquence singulière, qui d'ailleurs lui était naturelle. Il déclara qu'il savait bien qu'il allait faire une action violente, mais qu'il ne croyait pas avoir tort. Il attesta la conscience des 81 voleurs qui l'écoutaient. Qu'il était dans une rude extrémité, que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac où l'on se trouvait engagé quelquefois, qu'à la vérité il ne pouvait prendre la vie du directeur sans donner la sienne propre, mais qu'il trouvait bon de donner sa vie pour une chose juste, qu'il avait mûrement réfléchi, et à cela seulement depuis 2 mois, qu'il croyait bien ne pas se laisser entraîner par le ressentiment, mais que, dans le cas où cela serait, il suppliait qu'on l'en avertît, qu'il soumettait honnêtement ses raisons aux hommes justes qui l'écoutaient, qu'il allait donc tuer MD, mais que si quelqu'un avait une objection à lui faire, il était prêt à l'écouter. Une voix seulement s'éleva, et dit qu'avant de tuer le directeur, Claude devait essayer une dernière fois de lui parler et de le fléchir. « C'est juste, dit Claude, et je le ferai. » 8 heures sonnèrent à la grande horloge. Le directeur devait venir à 9 heures. Une fois que cette étrange cour de cassation eut en quelque sorte ratifié la sentence qu'il avait portée, Claude reprit toute sa sérénité. Il mit sur une table tout ce qu'il possédait en linge et en vêtements, la pauvre dépouille du prisonnier, et, appelant l'un après l'autre ceux de ses compagnons qu'il aimait le plus après Albin, il leur distribua tout. Il ne garda que la petite paire de ciseaux. Puis il les embrassa tous. Quelques-uns pleuraient, il souriait à cela. Il y eut dans cette heure dernière des instants où il causa avec tant de tranquillité et même de gaieté que plusieurs de ses camarades espéraient intérieurement, comme ils l'ont déclaré depuis, qu'il abandonnerait peut-être sa résolution. Il s'amusa même une fois à éteindre une des rares chandelles qui éclairait l'atelier avec le souffle de sa narine, car il avait de mauvaises habitudes d'éducation qui dérangeaient sa dignité naturelle plus souvent qu'il n'aurait fallu. Rien ne pouvait faire que cet ancien gamin des rues n'eût point par moments l'odeur du ruisseau de Paris. Il aperçut un jeune condamné qui était pâle, qui le regardait avec des yeux fixes et qui tremblait, sans doute dans l'attente de ce qu'il allait voir. « Allons, du courage, jeune homme, » lui dit Claude doucement. « Ce ne sera que l'affaire d'un instant. » Quand il eut distribué toutes ses hardes, fait tous ses adieux, serré toutes les mains, il interrompit quelques causeries inquiètes qui se faisaient çà et là dans les coins obscurs de l'atelier, et il commanda qu'on se remît au travail. Tous obéirent en silence. L'atelier où ceci se passait était une salle oblongue, un long parallélogramme percé de fenêtres sur ses 2 grands côtés, et de 2 portes qui se regardaient à ses 2 extrémités. Les métiers étaient rangés de chaque côté près des fenêtres, les bancs touchant le mur à l'angle droit, et l'espace resté libre entre les 2 rangées de métiers formait une sorte de longue voie qui allait en ligne droite de l'une des portes à l'autre et traversait ainsi toute la salle. C'était cette longue voie assez étroite que le directeur avait à parcourir en faisant son inspection. Il devait entrer par la porte sud et ressortir par la porte nord, après avoir regardé les travailleurs à droite et à gauche. D'ordinaire, il faisait ce trajet assez rapidement et sans s'arrêter. Claude s'était replacé lui-même à son banc, et il s'était remis au travail comme Jacques Clément se fut remis à la prière. Tous attendaient.
Le moment approchait. Tout à coup, on entendit un coup de cloche. Claude dit « C'est l'avant-quart !» Alors il se leva, traversa gravement une partie de la salle et alla s'accouder sur l'angle du premier métier à gauche, tout à côté de la porte d'entrée. Son visage était parfaitement calme et bienveillant. 9 heures sonnèrent. La porte s'ouvrit. Le directeur entra.